Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure de votre journal régional. Voici les titres marquants de l'actualité ce soir. 140 000 foyers toujours privés d'électricité dans plusieurs départements de notre région. Les agents Enedis sont mobilisés pour rétablir la connexion au réseau. Des interventions perturbées, vous le verrez notamment par le brouillard. C'est le premier salon entièrement consacré à l'escalade en France et en Europe. Entre compétition et tête d'affiche, c'est l'événement incontournable pour tous les protagonistes de la discipline à Villeurbanne. Véritable patrimoine industriel de l'Ain, la cuivrerie de Cerdon, fermée depuis 9 ans, va bientôt devenir un musée. Un véritable tournant dans son histoire. Dernière visite du site dans son jus avant le début des travaux. Et puis l'invité de ce samedi, cette semaine, est une découverte originaire de notre région. Olivier Zanarelli est un amoureux de la chanson française. Après des années de scène, cet auteur, compositeur et interprète sort son premier album, L'écho des vertiges. Il sera avec nous tout à l'heure pour nous le présenter. Je vous le disais à l'instant, 140 000 foyers toujours privés d'électricité dans la région suite à l'épisode de neige de jeudi. 32 000 rien qu'en Ardèche, 60 000 dans la Drôme et aussi 8 000 dans le Rhône. Sur le terrain, les techniciens d'Enedis font leur possible pour effectuer le plus rapidement possible donc les réparations. De leur côté, les habitants prennent leur mal en patience, comme on pu le constater sur le terrain. Hugo Chaplon et Stéphane Yvon dans la Drôme. Poteaux à terre, câbles distendus, voire sectionnés par les chutes d'arbres. La plaine de Chabeuil, près de Valence, porte encore les stigmates de l'exceptionnel épisode neigeux de jeudi. Plus d'une centaine de foyers sont ici sans électricité depuis plus de 48 heures. Système D de rigueur. J'ai attendu que ça revienne, mais vu que ça revenait pas, les congélateurs ils commençaient à dégivrer. Donc j'ai pris le groupe électrogène et puis voilà. C'est très compliqué, déjà. C'est le problème du chauffage, déjà. Voilà. Depuis 3 jours, 3 nuits qu'on galère. Qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on a froid. Avec la bougie, les lampes de poche, et on fait le café avec la cafetière en terre qu'on a ressortie. Et on boit le café quand même. On joue aux cartes. On peut rien faire d'autre. Et faute de téléphone fixe chez cette habitante, c'est sa voiture, moteur tournant, qui fait office de chargeur de portable. Il charge. Grâce à la voiture. Grâce à la voiture. C'est la rupture de cette ligne à haute tension qui prive ses habitants d'électricité. Un câble de 20 000 volts sectionné par le seul poids de la neige, très lourde, est tombé en abondance. Vous voyez le câble là, qui est à peu près gros comme mon doigt. La neige s'accumule autour de ce câble et il peut avoir un diamètre ça peut être la taille d'une assiette, quoi. Et ce poids supplémentaire sur les lignes cause une rupture du fil électrique. 2000 techniciens d'Enedis sont venus de toute la France pour réparer au plus vite les lignes endommagées en Drôme-Ardèche. Des interventions rendues difficiles par les conditions climatiques. Certains de nos techniciens ont été obligés de faire des kilomètres à pied, jusqu'à 5 kilomètres dans la neige. Or, il nous faut pouvoir identifier précisément où sont les pannes, parce que réalimenter sur une nouvelle panne, c'est évidemment l'échec. En début d'après-midi, le brouillard qui recouvrait une grande partie du territoire s'est levé. Les 5 hélicoptères spécialement mobilisés par Enedis ont pu décoller pour effectuer des repérages plus précis. Les travaux devraient durer jusqu'à la fin du week-end et un retour à la normale est prévu dimanche soir. Voilà, et autre conséquence de ces coupures d'électricité, un grand nombre d'intoxications au monoxyde de carbone suite à des utilisations de chauffage d'appoint chez les particuliers. L'Agence régionale de santé lance un appel à la vigilance. Tous les détails sur le site internet de France 3 Rhône-Alpes. Plus original, le centre pénitentiaire de Valence a été plongé dans le noir pendant plusieurs heures aux alentours de 22 heures hier, selon un syndicat de surveillants. Il semble que les groupes ont dysfonctionné, les groupes électrogènes. Il faut rappeler que cet établissement qui contient 464 détenus fonctionne avec des électroserrures. Les syndicats dénoncent ce dysfonctionnement qui a pu être rectifié partiellement à 3 heures du matin. On s'en souvient, le 17 novembre dernier naissait en France un mouvement de protestation dont on ne savait pas encore qu'il allait atteindre une telle ampleur. La hausse du prix des carburants et des appels à mobilisation relayés par les réseaux sociaux allaient donner naissance au mouvement des Gilets jaunes. Un an après, diverses manifestations ont eu lieu dans notre région aujourd'hui. Le point avec Émilie Lecomte. La stratégie reste la même. Face à face, quelques 500 gilets jaunes et forces de l'ordre armés de gaz lacrymogène. Un an après le début du mouvement, le grand rassemblement populaire a disparu pour ne laisser place qu'aux affrontements. Comme ici, place Bellecour à Lyon. Un jeu du chat et de la souris que ces deux passantes ont décidé de ne surtout pas rater. Une faible mobilisation à Lyon, comme à Privas ou encore à Valence.
À Saint-Étienne, tout comme ailleurs, les gilets jaunes ont défilé cet après-midi, mais l'ambiance était aussi bonne enfant, comme sur cette aire d'autoroute du pays de Gier, au menu, soupe aux choux, et comme depuis le début du mouvement, retrouvailles entre militants qui, ils le jurent, ne sont pas prêts de tomber le gilet. Restons dans la Loire, avec un petit événement dans le quotidien des habitants de Saint-Étienne. La ville inaugurait ce matin sa 3e ligne de tram, la T3, qui reliera la gare Château-Creux au stade Geoffroy-Guichard dorénavant. L'ouverture au public a eu lieu en début d'après-midi et pour l'occasion, tous les transports publics sont gratuits pendant tout ce week-end à Saint-Étienne, image que l'on doit à Claire Exbraillard. Passons au sport, avec en football le choc décisif entre les joueuses de l'OL et leurs adversaires du PSG avec un double enjeu. D'abord un record d'affluence avec plus de 27 000 spectateurs dans les tribunes de Dessine. Et puis le défi est sportif, s'approprier la tête de la division 1. Les deux équipes étant co-leaders avec 22 points chacune. Où en est-on du score? On va vous le dire tout de suite. Je crois que c'est toujours 0-0 à confirmer. 1-0 pour le PSG, bah voilà, ça vient de changer. 1-0 pour le PSG, évidemment, on se tient au courant d'ici à la fin de la rencontre. Dessine, où s'est d'ores et déjà installé le pôle espoir féminin. Les jeunes footballeuses françaises y évoluent en liaison avec un lycée lyonnais où tout le monde les soutient, personnel administratif, enseignants et élèves. L'un des objectifs, éviter que les footballeuses qui commencent à être reconnues ne tombent dans le piège de la starification et de l'argent facile. Explication Jean-Paul Savard, Benjamin Métral. Elles ont entre 15 et 18 ans, elles jouent en club avec l'OL, la SSE ou le GF38, mais c'est ici, au Pôle France Espoir de Lyon, qu'elles vivent et s'entraînent, sous l'autorité de Cécile Locatelli. Oui, bien une bonne passe oblique et traversante. Cécile fut la capitaine de l'équipe de France. C'était à une époque où le football n'offrait pas à ses meilleures joueuses des contrats à 3 ou 400 000 euros annuels. L'évolution du foot féminin est une bonne chose. Sauf que dans l'évolution du football féminin, parfois il peut y avoir aussi des dérives et des gens un petit peu malveillants qui traînent autour des joueuses pour leur faire miroiter certains contrats. Je pense qu'on est à un moment donné où on doit se demander ce qu'on veut faire du football féminin. Pauline Sierre, 16 ans, vient d'être recrutée par l'OL. Ça fait rêver, ça fait réfléchir, mais Ada Gerber et Wendy Renard, c'est que des cas particuliers. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va se doucher et après, on va se préparer pour aller, pour ne pas être en retard au cours de 10 heures. C'est la course? Un peu, ouais, mais ça va. Le lycée lyonnais que les joueuses fréquentent de la seconde à la terminale est à une demi-heure de transport en commun. Ah, allez-y, entrez. Elles ne sont pas toujours à l'heure, mais ça ne perturbe pas la classe. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elles arrivent, elles se mettent tout de suite en activité, donc ça pose pas de problème. C'est quelque chose qu'on a intégré dans la classe. Les autres s'aperçoivent que quand on veut vraiment, quand on a un vrai projet, ça marche. Et puis elles sont toujours volontaires, elles sont toujours prêtes. Et en plus très solidaires. Cet esprit de solidarité aussi compte beaucoup. Et ça essaime dans la classe. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, l'ambiance que ça crée. Certaines footballeuses sont même déléguées de classe et apparemment toutes prennent les études très au sérieux. Comme le dit souvent la coach, c'est un équilibre. Ça fait du bien un peu aussi de prendre du recul sur les choses et de se dire il n'y a pas que le foot. Je pense qu'elles comprennent et puis on a les parents aussi qui sont derrière, qui enfoncent un petit peu le clou. Qu'il faut assurer un minimum d'études pour ne pas être gêné plus tard dans ses orientations. Il y a peu, les joueuses du pôle France Espoir de Lyon sont allées disputer un tournoi en Croatie. Un enseignant les a accompagnées pour leurs devoirs scolaires. Voilà, et donc retour sur ce fameux OL PSG, ma langue a fourché, c'est 1-0 pour l'OL. Donc, au mieux que ce soit dans ce sens-là, donc pour l'instant tout va bien pour les Lyonnaises, on en reparle tout à l'heure. On passe au basket avec cet exploit des joueurs villeurbanais, une victoire en Euroleague à l'extérieur face à Belgrade hier soir, 72-74 après prolongation. Après cette 8e journée dans cette compétition, les joueurs de Tony Parker affichent un excellent bilan de 5 victoires et 3 défaites et pointent à la 8e place.
Villeurbanne qui retrouvera les parquets du championnat de JP Elite demain dimanche et qui se déplacera à Bourg-en-Bresse, actuel 6e, un derby régional à suivre à partir de 18h. On y reviendra demain dans le 19-20. Basket toujours, la chorale de Roanne a enfin brisé la malédiction et emporté une nette victoire hier soir face au Mans. Regardez, 100-84. C'est une deuxième victoire pour Roanne depuis le début du championnat et surtout, c'est la fin d'une série de défaites dans le Money Time. Un bon résultat important dans la course au maintien. Un moins bon résultat, en revanche, en rugby en Pro D2. Le club de Valence Roman a subi, lui, une lourde défaite hier soir et le score est de 36-6. On passe à autre chose, on leur souhaite un meilleur avenir. Toujours dans le cadre du sport, c'est la première fois qu'un salon est entièrement consacré en France et même en Europe à l'escalade pendant tout un week-end. Et pourtant, les amateurs sont nombreux, on compte 200 000 licenciés en France. La discipline sera présente aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Jean-Paul Savard et Patrick Perel étaient sur place à Villeurbanne aujourd'hui. C'est un salon où chacun peut librement s'initier à l'escalade, les moins de 12 ans sous la surveillance d'un adulte, les autres comme ils veulent. C'est aussi un salon qui accueille des compétitions. Ces jeunes sont tous licenciés dans un club et ils rêvent probablement de Jeux Olympiques puisque l'escalade est au programme l'année prochaine des JO de Tokyo avec, pour premier et pour l'instant, seul qualifié français, Michael Maïwan. Le champion est la vedette de ce salon que pour rien au monde, il n'aurait voulu manquer. On est une grande famille, donc on se connaît un peu tous. Et donc d'une, il y a toutes les marques, mais aussi il y a tous les amis de l'escalade, et que ce soit les salles d'escalade, les marques de prise, un peu tout le monde. Et tout le monde ici est amorti par des tapis 100% français et même régionaux. La marque Tini, dont voici les tapis, est basée au Chambon-Feugerolles. Spécialisée dans les produits en mousse de protection et d'équipement, cette entreprise de la Loire est passée en 7 ans de 7 à 40 employés. On surfe un peu sur la vague du développement de l'escalade depuis 4-5 ans déjà. Le boom est bien entamé et a priori, d'après ce qui se dit sur le salon, on a encore quelques belles années devant nous. Ouais. Chez vous, il y a de l'embauche donc? Chez nous, il y a de l'embauche. Il y a de l'embauche. On cherche des personnes qui ont envie de s'investir à nos côtés et quand on en trouve, on les garde, en effet. Il y a aussi dans ce salon des sociétés coréennes, bulgares ou américaines. Elles sont spécialisées dans tous les aspects de l'escalade, dont voici la dernière trouvaille, la Ninja Box. C'est une sorte ludique de parcours du combattant. Elle n'est pas olympique. L'invité de cette édition est une découverte, je vous le disais dans les titres, c'est la sortie d'un premier album que j'ai là pour un jeune artiste né dans notre région. Il s'appelle Zanarelli. Olivier Zanarelli, on dit quoi? Oh, allez, Olivier, bon, mais on peut le trouver sous le nom de Zanarelli. Cet album est tout jaune, on a bien compris que la couleur jaune ça vous plaît. L'écho des vertiges. De quoi parle l'album? Il parle de mes 30 premières années sur cette terre que j'ai pu explorer, notamment au cours de mes différents voyages où j'ai composé ces chansons, notamment en Corse, en Bretagne, un petit peu partout. Je me suis rendu en concert avec mon pianiste. Ouais. Il parle de l'enfance, il parle de l'amour, bien entendu, des désillusions et quand même beaucoup d'espoir. Bon, cet album, il y a des clips. Ils sont beaux vos clips, oui. Ils sont très bien réalisés. Nous, Merci. on en a choisi un comme ça avec mon confrère monteur que je salue, Francis, qui m'a dit celui-là j'aime bien, donc on y va. Extrait de l'album, s'appelle Pieds nus sur la terre. On regarde. Quelles sont vos sources d'inspiration, Olivier? Peut-être qui? Alors, mes sources d'inspiration, elles sont plusieurs. Elles sont évidemment dans ce que je vis et parfois aussi dans ce que j'entends. Ça peut être à la terrasse d'un café parce que je suis curieux et j'adore écouter les conversations des autres. Donc, il y a des chansons qui ont été écrites comme cela. Après, c'est vrai que la nature, la mer m'inspire beaucoup. Moi, je suis issu d'une famille qui a des origines italiennes, du nord de l'Italie. Mais quand vous étiez jeune, vous écoutiez du jazz, du rock, de la variété française. J'entendais du jazz de mon papa, de la variété de ma maman, du pop rock de ma sœur. Et j'étais le petit dernier de la famille. Du coup, j'ai fait un petit peu ma musique avec les différentes influences qu'on pouvait entendre dans chaque pièce de la maison. Pour faire une guitare, ça a démarré comme ça? C'est ça. Et aussi un piano? Oui. Et puis finalement, c'était le chant qui m'a le plus
fait du bien. J'ai senti la vibration des cordes vocales dans mon corps et ça m'a procuré beaucoup de plaisir et de satisfaction. Et après, j'ai commencé à prendre plein de cours de chant, à faire mes premières scènes. Et là, depuis 10 ans, je tourne avec mon pianiste Frédéric. Et j'ai commencé en région Rhône-Alpes, bien entendu. Et aujourd'hui, j'ai la chance de jouer dans tous les coins de France. Et des fois, chez vous, vous utilisez votre piano comme ça et vous oui, bien sûr. C'est là qu'on voit les artistes généreux. Vous rejouez les artistes des autres, les chansons des autres. Et ça, moi, j'ai bien aimé. Sur votre Facebook, il y avait ça. Tiens, regardez. J'espère. Toutes les machines ont un cœur, t'entends. Toutes les machines ont un cœur dedans. Qui bat, qui bat, qui bat. Comment se bat maman, comment se bat pourtant. On n'avait pas prévu ça, d'avoir des doigts Messenger, des pouces ordinateurs. C'est pas vrai, c'est pas ça, t'entends. Un monde meilleur permanent. Voilà, ça c'est Maëlle. Oui. C'est un des tubes du moment. Donc J'aime beaucoup Maëlle. Je trouve que c'est l'une des chanteuses qui, à notre époque, a un texte conséquent. Bien entendu, c'est Zazie qui lui écrit son album, donc ça ne peut être que magnifique et subtil. Alors, elle a fait un radio-crochet, enfin l'émission The Voice. En ce moment, c'est difficile de devenir chanteur et faire carrière. Il y a ces trucs-là, il y a les réseaux sociaux. Alors, vous poussez beaucoup, vous faites beaucoup de communication. Et il y a la scène, surtout. Moi, j'ai commencé d'abord par faire beaucoup de scènes avant d'enregistrer un album. Il s'est forgé sur scène cet album. Donc, c'est de là que je viens. Et puis, mais ne pas faire The Voice, c'est pas un frein du tout. C'est bien entendu beaucoup plus progressif, mais au moins c'est progressif et moi ça me convient bien par rapport à mon caractère. Et le premier album, c'est l'étape décisive. On se dit là. Oui. J'ai vraiment c'est très important, surtout que j'ai une quinzaine de musiciens, on a pu le voir dans les images tout à l'heure, j'ai un quatuor à cordes, j'ai rencontré les musiciens de Patrick Bruel qui m'ont accompagné donc pendant 1 mois et demi dans un studio à Paris. On a enregistré un album à l'ancienne avec que des vrais instruments et c'était le parti pris que je souhaitais dans cette mouvance où on utilise d'autres instruments beaucoup plus artificiels. Merci beaucoup, il s'appelle Zanarelli, son album, donc c'est L'écho des vertiges, il vient de sortir et puis donnez-lui un coup de main, écoutez ça, vous n'allez pas le regretter et on est bien content que vous soyez passé par chez nous pour nous le faire connaître. Et il est né à Lyon, je ne l'ai pas dit, mais c'est un Lyonnais à l'origine. On va enchaîner avec un patrimoine industriel qui ferme, mais pour mieux rouvrir. En fait, il a fermé il y a 9 ans. C'est la cuivrerie de Cerdon qui s'apprête à vivre un tournant dans son histoire. Le site va devenir un musée dont l'ouverture est prévue en 2022. Aujourd'hui, il y avait une toute dernière journée porte ouverte organisée sur place et Bérengère Bourgeot et Arnaud Jacques y étaient. Merci encore. Merci. L'histoire continue pour la cuivrerie de Cerdon, mais l'histoire fait une pause. Avant d'entamer sa métamorphose et de rouvrir sous la forme d'un musée, le site industriel accueille une dernière fois les habitants de Cerdon et des alentours, pour qui une page d'histoire se tourne, celle d'un village et souvent celle d'une famille. Moi j'ai eu mon arrière-grand-père, mon père, mon grand-père, ma sœur, qui ont travaillé à la cuivrerie. C'est surtout sentimental, surtout que j'habite toujours à Cerdon. Et alors aujourd'hui de la visiter comme ça une dernière fois, ça fait quel effet ? Ça rappelle des souvenirs d'autrefois. Je n'étais jamais venu, donc j'ai profité de cette journée pour visiter la cuivrerie telle qu'elle est et de voir ce qu'ils veulent en faire, parce que moi je viens de l'industrie et ça m'intéresse aussi à ce point de vue-là. On voulait le revoir avant qu'on remette ça, sans dire mettre ça à neuf, mais au moins le voir encore dans son jeu. Il y a de l'émotion ? Un petit peu. Symbole de Cerdon, la cuivrerie connaît son apogée au début du XXe siècle. À l'essor suivent les crises. Il y a presque 40 ans, jour pour jour, Maurice Goy rachète et sauve le site. Déjà, l'idée d'un musée naît dans son esprit. L'histoire d'une usine devient celle d'une passion, celle d'un homme visionnaire qui a tout de suite cru en l'avenir de la cuivrerie. Et quand j'ai repris l'usine, ils ne se rendaient pas compte, les habitants. Ils ne se rendaient pas compte que c'était quelque chose d'exceptionnel, que c'est mon gros mystère, ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne s'attachent pas plus à cette usine qui a été le poumon, le moteur, le carburant du village pendant 125 ans. Mais maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. Maintenant ils se rendent compte. Maintenant oui, vous avez vu, ils étaient tous là. Les travaux du futur musée devraient commencer en septembre 2020 pour une durée de 2 ans. En attendant, le département, propriétaire du site, a commencé un vaste travail d'inventaire de toutes les pièces.
À suivre l'édition nationale avec Catherine Matoche. Voici les titres. D'abord, le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes qui a été marqué par des violences à Paris, principalement place d'Italie, où des Black Blocs se sont mêlés aux manifestants. On fera le point tout à l'heure. Et puis, ce soir, de nombreux foyers donc toujours privés d'électricité. Après les abondantes chutes de neige, en particulier en Drôme-Ardèche, il faudra attendre dimanche soir pour un retour à la normale. Demain à 11h30, ne manquez pas une édition spéciale de Dimanche en politique consacrée au 50e anniversaire de l'hôpital cardio de Lyon. Une occasion d'évoquer la modernisation de cet établissement capital dans la région. Vous y découvrirez des témoignages de patients et de personnel soignant. Une émission passionnante, préparée et présentée par Fred Diop demain à 11h30 sur France 3 Rhône-Alpes. Ainsi se termine cette édition. Dans un instant, la météo avec Marc, puis l'édition nationale donc. Et on se retrouve demain dès midi pour d'autres informations régionales. Bonne soirée sur France 3.